Je suis très content d'intervenir dans le cadre de ce séminaire dont j'ai trouvé l'approche problématique assez bien construite. Et globalement, je suis content d'intervenir auprès des activités du Centre d'Alembert que je suis depuis quelques années sans m'y investir par faute de temps, mais que je trouve plus qu'utile, vraiment indispensable sur un campus scientifique dans une université comme la nôtre. Moi, je vais parler depuis l'épistémologie et l'éthique, donc ça va être un propos que vous allez peut-être trouver plus conceptuel, en tout cas qui va essayer d'accompagner toutes ces discussions sur l'intégrité scientifique, sur les manquements à l'intégrité scientifique, sur leur institutionnalisation, en tout cas l'institutionnalisation de leur prévention ou de voire de leur correction, d'une réflexion sur la science elle-même, sur la façon de produire des connaissances, etc. Donc voilà, ça va être un propos très différent, mais je pense que ça sera complémentaire. Effectivement, du coup, il y a des éléments de contexte qui ont déjà été dits, donc je vais passer, ça va me permettre de passer assez vite sur les éléments de contexte, que simplement je reformule pour dire qu'en gros, il y a l'intégrité scientifique, effectivement, est née au cours des années 70, de façon très forte aux États-Unis, d'un point de vue institutionnel. Mais il y a deux éléments vraiment contextuels qui ont contribué à renforcer le mouvement d'intégrité scientifique dans ses liens avec l'éthique de la recherche, parce que là, je n'aurai pas le temps de faire un petit peu la socio-histoire de l'éthique de la recherche, mais globalement, l'éthique de la recherche précède de façon assez massive l'intégrité scientifique. Et puis, dans les années 90, il y a une réunification de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, à cause de deux éléments contextuels. Tu les as nommés, je les reformule. Le premier élément contextuel, une remise en question assez forte de la capacité des scientifiques à s'autoréguler. Donc ça, c'était une croyance très forte de la communauté scientifique, l'autorégulation des pratiques par les scientifiques eux-mêmes. Ça a été un peu bousculé. Je vais donner un exemple. Et puis, effectivement, tu l'as dit, l'enchevêtrement croissant entre les universités, les organismes de recherche et l'industrie, ou plus globalement les intérêts économiques, et même de façon un peu plus sournoise, la pensée économique, au-delà du fait qu'il y ait des partenariats concrets, ce qu'on appelle parfois l'économisme comme mode de pensée, et qui arrive aussi dans ces années-là, avec un contexte de compétition internationale qui devient très, très présent. Et qui incite, du coup, tu l'as dit aussi, Annick, qui sont maintenant, c'est documenté, des incitations supplémentaires à l'inconduite en recherche. Ça, c'est évident. Sur le premier aspect, je ne vais pas être très long sur cette partie contextuelle, mais sur le premier aspect, la remise en question de la capacité des scientifiques à s'autoréguler. Un seul exemple, l'exemple des gènes candidats. En recherche biomédicale. Donc, l'exemple qu'on peut considérer comme paradigmatique, c'est en 1996 une étude qui démontre l'influence directe d'un gène sur la dépression, le gène SLC6A4. Et en 2019, donc plus de 20 ans après, des scientifiques de l'université du Colorado qui démontrent le contraire. Donc on pourrait dire, super, la science s'autorégule, c'est-à-dire que des scientifiques montrent une chose, et puis ensuite d'autres scientifiques montrent le contraire. Seulement, le problème ici, dans cette histoire, c'est déjà la durée, entre 1996 et 2019. Et puis surtout c'est que dès 2005, la fragilité de ce lien de causalité entre le gène SLC6A4 et la dépression avait déjà été mise en lumière. Et que quand on regarde les courbes de publication autour des gènes candidats, parce qu'il n'y avait pas que celui-ci, il y avait 17 autres gènes qui étaient souvent associés à celui-ci, qui étaient souvent associés à l'état psychologique de la dépression. En fait, quand on regarde les courbes de publication, elles ne font qu'augmenter, et notamment à partir de 2005, où pourtant il y a eu une publication qui avait déjà montré la fragilité du lien de causalité. Donc on voit ici que l'autocorrection, elle arrive, mais elle arrive souvent bien trop lentement. Et le constat aujourd'hui, c'est que ça réduit l'efficacité et la pertinence de la recherche biomédicale par un gaspillage énorme. Un gaspillage énorme de temps, d'argent,
du fait que cette autorégulation ne marche pas. Bon, sur le deuxième aspect, ça a été très bien dit et j'y reviendrai pas. Alors, juste pour continuer sur cette introduction, l'observateur que je suis de l'évolution des débats sur l'éthique de la recherche me pousse à dire qu'aujourd'hui, nous en sommes à un moment où il est tout à fait clair qu'on ne peut plus dissocier les questions d'éthique de la recherche classiquement comprises comme des questions autour des valeurs, des finalités de la recherche, les grands principes, la question de la responsabilité, et les questions d'intégrité scientifique, c'est-à-dire des questions plus normatives, réglementaires. On ne peut pas séparer les deux. Ton topo en était une belle illustration. Ça ne suffit pas de normaliser des pratiques pour résoudre les problèmes d'inconduite ou d'éthique de la recherche. Il y a vraiment, aujourd'hui, ça c'est... Bon, le rapport Corvol est un peu faible sur ce constat-là, parce qu'il est en retard, je pense vraiment, par rapport à ces réflexions. Parce que le rapport Corvol, son défaut, c'est qu'il a tendance à faire de l'intégrité scientifique une déontologie, alors que je pense que là, on n'en est plus du tout là. On en est à construire ensemble dans la communauté une éthique de la recherche qui comprend à la fois des questions de valeur, de finalité, de normes et de règles. Et donc, c'est comme ça que moi, j'aborde, si vous voulez, la question de la confiance et de la fiabilité. C'est en ne repartant pas 30 ans ou 40 ans en arrière, mais en partant de là où on en est aujourd'hui dans ces débats, c'est-à-dire dans cette convergence entre l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Et d'ailleurs, tu l'as dit juste avant, c'est pas pour rien que la question de la confiance est au centre de tout nos débats. La question de la confiance est au centre du rapport Corvol aussi, hein, ça c'est vraiment, et je crois qu'on peut le souligner, et c'est un des atouts de ce rapport, parce que typiquement la question de la confiance, c'est pas une question normative, purement normative ou réglementaire. On ne règle pas la confiance entre deux personnes par des normes. Hein. La confiance que vous allez accorder à votre fils ou fille qui vient d'avoir le permis de conduire et à qui vous allez donner votre clé de voiture que vous avez achetée la veille, il n'y a pas de règle là-dessus, il n'y a pas d'une norme. Hein. C'est autre chose qui se joue. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité, de la relation, du contrat, mais pas du contrat social, pas du contrat juridique, de l'ordre des valeurs, tout un tas d'ingrédients qui sont bien au-delà de la norme et de la règle. Faire confiance, c'est plus compliqué que simplement donner une sorte de garantie à propos du respect de normes. Et donc, je trouve que c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de travailler là, ces derniers temps, à peu près depuis 1 an et demi, sur cette question de la confiance dans la science. Et la question de la confiance dans la science, moi, je la relie à la question de la fiabilité. Alors, parce que la fiabilité, c'est quoi? La fiabilité, c'est la qualité d'une entité, quelle qu'elle soit, ça peut être une personne, une institution, un collectif de recherche, d'être digne de confiance. Hein. La fiabilité, c'est ça la définition. C'est la capacité, c'est la qualité d'une chose que l'on peut considérer comme digne de confiance. Donc la question de la fiabilité, c'est qu'est-ce qui fait à un moment donné que l'on peut dire ce biologiste est digne de confiance, ou cette institution scientifique est digne de confiance, elle est fiable. Et moi, c'est là que mon rôle d'épistémologue rentre en jeu. Hein. C'est pour définir cette épistémologie de la fiabilité, qui est la base vraiment de la confiance entre la science et la société, et à l'intérieur de la science, entre les scientifiques et les collectifs de recherche. Bon, voilà, ça c'est pour poser le décor, hein, mais c'est évidemment beaucoup trop rapide, mais quand même l'exposé précédent avait déjà bien brossé la question de où on en est aujourd'hui d'un point de vue du contexte, donc je ne m'attarde pas. Donc la confiance, elle ne peut pas simplement se gagner en science par la conformité institutionnelle. Ça, c'est évident. On assiste ces dernières années en éthique de la recherche au passage de la conformité institutionnelle à la construction d'une véritable confiance éclairée et partagée. Ça, c'est très clair pour moi,
Par exemple, si les buts de la recherche biomédicale sont assez partagés, par exemple, vous pourrez dire le but de la recherche biomédicale, c'est réduire la souffrance et promouvoir le bien-être humain, participer à l'avancement des connaissances. Voilà, ça c'est bien. Mais par contre, la façon de traduire ces objectifs en priorité de recherche, en allocation de ressources, en stratégie technologique, voilà, on fait par exemple qu'aujourd'hui on parie beaucoup sur les plateformes de séquençage très haut débit plutôt que sur d'autres stratégies technologiques, etc. Ces choix-là sont pas si simples à régler par une conformité institutionnelle. Ça va nous demander de déployer d'autres dimensions. Alors, venons-en à la question voilà, de la fiabilité. Donc la fiabilité, elle est présente dans tous les textes internationaux. Le premier article de la déclaration de Singapour, qui était une des déclarations importantes dans le domaine de l'intégrité scientifique, fait référence à cette notion de fiabilité en disant, c'est un des articles, les chercheurs sont responsables de la fiabilité de la recherche. C'est facile à dire, mais en tout cas, ça fait partie un petit peu voilà, des préconisations. Et donc, c'est une façon pour moi de faire revenir au cœur de la science cette question de la confiance. Alors, classiquement, si vous voulez, il y a eu en épistémologie une façon de résoudre ce problème très simple, la question de la fiabilité. Ça a été de l'associer à des normes ou des critères épistémiques qu'on a appelés la robustesse. En gros, la fiabilité d'une connaissance, d'une hypothèse, d'un modèle, ça sera lié, cette fiabilité sera liée à des critères de robustesse. Donc on va voir de quoi il s'agit. Et ça, moi, je considère que ce n'est pas suffisant, que c'est une conception étroite et réduite de la fiabilité, qui est importante, mais qui est nécessaire, mais pas suffisante, et qui est plutôt, on va dire, une épistémologie positiviste de la fiabilité, qui a voulu, voilà, un petit peu réduire le champ de la fiabilité, donc ce qui est digne de confiance, à des critères exclusivement de type épistémique, et à l'intérieur de ces critères, on verra une sélection de ces derniers. Alors que ce que moi j'observe dans les différents projets de recherche scientifique dans lesquels je suis, c'est que la fiabilité, elle ne se gagne pas simplement par la robustesse, mais aussi par la pertinence. Et la question de la pertinence, c'est un mot qu'on trouve moins souvent dans les textes scientifiques, d'intégrité scientifique et d'éthique de la recherche. Ce qu'on trouve beaucoup, c'est solidité, robustesse, donc l'étymologie un petit peu latine de ce qui tient, du tronc, du chêne. Mais la question un peu plus volatile de la pertinence, elle est moins présente. Pourtant, moi, j'en fais en fait la deuxième jambe du concept de fiabilité. Sans quoi la fiabilité boite. Et donc, je pose une hypothèse dont je vais essayer de démontrer ici. Oui. Est-ce que vous pourriez définir ce que vous appelez pertinent ? Oui, je vais le faire maintenant, du coup. Là, simplement, je voulais poser l'hypothèse que... donc, je vais... Vous étiez censé le savoir. Non, vous n'êtes pas censé le savoir parce qu'il y a un débat sur ce qui est pertinent. Bon, pour résumer mon propos et arriver à poser l'hypothèse que je vais essayer de démontrer avec vous ici, je considère que la confiance en science se travaille par le concept de fiabilité défini par ce qui est digne de confiance, et je fais l'hypothèse que la fiabilité se gagne par la rencontre, le rapport dynamique entre des critères de robustesse et des critères de pertinence. Et donc j'en viens à définir ce que j'appelle la robustesse, ce que j'appelle la pertinence. Et en quoi c'est important d'avoir les deux et pas simplement l'un ou l'autre. Alors, toujours pour des questions très générales et pour que ceux qui sont dans la salle habitués au débat en épistémologie ou en philosophie des sciences puissent raccrocher et avoir des repères, en gros, on dira que la fiabilité, robustesse, c'est en gros
ce qu'ont essayé de définir les épistémologies positivistes au XXe siècle, et que la fiabilité-pertinence, c'est ce qu'ont essayé de définir les constructivistes à la fin du XXe siècle, début XXIe siècle. Mais ça, c'est pas très important de le retenir, parce que c'est des repères de ma discipline. Mais je ne sais pas quelle est l'assemblée ici, alors. Essentiellement... Des scientifiques. Oui. Voilà. Donc, oubliez ce que je viens de dire, qui est purement du jargon disciplinaire. Alors, la robustesse. Bon, la robustesse, alors bien entendu, le travail du philosophe, c'est bien de décomposer les concepts pour montrer que les concepts n'en sont pas suffisants. Et quand on veut mettre en lien deux concepts, par exemple ici la robustesse et la pertinence, pour définir la fiabilité scientifique, ben, il va falloir que je montre quelles sont les limites de ce concept de robustesse et qu'est-ce qui font qu'en lui-même, il appelle la pertinence. Alors revenons à l'histoire. Le concept de robustesse, enfin l'histoire très récente, hein. Je ne suis pas un grand historien des sciences, mais il n'y a pas besoin de l'être pour cette question de la robustesse, puisqu'elle est née, le mot en tout cas en science, est né dans les années 60, en modélisation, en écologie. C'est Levins qui l'a introduit et qui l'a défini assez clairement comme la robustesse comme l'état d'un résultat. Hein, l'état d'un résultat. Alors on verra qu'on peut associer la robustesse pas simplement à un résultat, mais aussi à une hypothèse, qui est étayée par des évidences, des preuves. Alors là, moi, je ne ferai pas de distinction. Il y en a qui les font, mais là, j'en ferai pas. Des preuves ou des évidences qui proviennent de multiples techniques ayant des hypothèses de base indépendantes. Alors tout est important là. La qualité de robustesse d'une hypothèse, d'un résultat, d'un argument, d'une théorie tient à la pluralité des preuves produites à son égard. Produites à son égard de façon relativement indépendante. Pour le dire encore autrement, on dira qu'un argument ou qu'une théorie est d'autant plus robuste que des résultats ou des données issues d'hypothèses indépendantes entre elles confirment cette théorie, cet argument, ce résultat. Vous voyez, c'est intéressant déjà, parce que là, il y a une idée de la robustesse qui est assez épaisse, qui est intéressante. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi nous mettons en avant l'argument du grand nombre de données comme un facteur de robustesse? C'est pour cette raison-là. Hein, je tiens le succès des big data aujourd'hui à cette raison-là. C'est-à-dire que l'argument épistémologique des promoteurs des big data, et je dis bien l'argument, hein, je ne dis pas la réalité de la réalisation des big data, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais l'argument épistémologique des big data, c'est qu'on va aller chercher une hétérogénéité de sources de données, parfois des sources de données qui, entre elles, sont complètement hétérogènes. Par exemple, l'OCDE, dans son rapport en 2017 sur la recherche biomédicale dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, qui va être l'exemple un peu fil rouge de mon intervention, l'OCDE dit il faut collecter des données dans des domaines qui entre eux n'ont pas forcément de lien causal ou de cohérence théorique. Voilà. Donc on peut aller chercher de la donnée dans le dossier médical partagé du patient, tout comme on peut aller le chercher dans ses résultats d'imagerie, comment on peut aller les chercher dans ses analyses biologiques, ses prélèvements biologiques, comment on peut aller les chercher dans son génome, hein, via le séquençage très haut débit. Les hypothèses, en fait, théoriques entre tous ces domaines, elles sont complètement contradictoires parfois, elles sont pas forcément... Il n'y a pas une théorie de la maladie d'Alzheimer qui permet de les unifier. Et donc c'est cette recherche de données un petit peu comme ça, tout azimut, sans cohérence, qui va renforcer pour les arguments, les défenseurs du big data, la robustesse. Donc sans aller jusque-là, et en tout cas cette idée que c'est la pluralité des registres de preuves et des hypothèses qui sont à l'origine de ces preuves qui renforcent la robustesse d'un résultat. Alors, la littérature, hein, en plus de nous permettre de découvrir cette définition-là, évidemment, la littérature en épistémologie nous montre aussi la grande difficulté d'une telle entreprise et sa faible réalisation actuellement la plupart du temps. Ce n'est pas si simple de mettre en place une démarche qui vise à générer des preuves multiples.
hein. C'est souvent, déjà, on est content quand on en a une preuve. Alors, mettre en place des démarches qui génèrent des preuves multiples, c'est difficile. Et ce qui est peut-être encore plus difficile, c'est la combinaison et la hiérarchisation de ces preuves, qui peuvent être parfois discordantes. Nous sommes souvent en situation de données discordantes. Dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, par exemple, si vous collectez des preuves en travaillant avec un cadre explicatif de type psychanalytique, vous allez collecter une sorte de preuve clinique. Ça ne va pas du tout être évident la façon dont vous allez pouvoir les combiner, les hiérarchiser avec des preuves de type physiopathologique issues d'un IRM ou d'un séquençage très haut débit. Ce n'est pas évident. Pourtant, ça serait ça qu'appellerait le concept de robustesse. Un modèle explicatif robuste de la maladie d'Alzheimer, d'après cette définition, demanderait à ce qu'on ait des preuves multiples et qu'on essaye de les articuler pour renforcer l'hypothèse que nous sommes bien en présence d'une maladie de type physiopathologique, etc. C'est pas évident. Donc ça, c'est sûr que c'est une difficulté. Alors, dans la recherche biomédicale, plus précisément, comment on a résolu ce problème? Enfin, entre guillemets, parce qu'on l'a, pour moi, pas résolu. On a eu une sorte on a esquivé le problème de la robustesse, puisque dans le domaine de la recherche biomédicale, ça a été la solution, ça a été une formalisation de la hiérarchie des preuves. Donc, notamment par le développement, à partir des années 1990, de ce qu'on a appelé le mouvement de l'evidence-based medicine. En tout cas, lorsqu'il s'agissait d'évaluer la robustesse d'une intervention médicale, thérapeutique. Donc, à cette époque, dans les années 90, il y a des enquêtes qui sont réalisées auprès des médecins généralistes et qui montrent qu'effectivement, beaucoup d'entre eux méconnaissent la plupart des avancées scientifiques de leur domaine et fondent leur pratique sur des habitudes, des routines qui reposent souvent sur des connaissances qui sont obsolètes par rapport à l'état d'avancée de la science. Et donc, il y a eu le besoin qui s'est exprimé à cette époque-là de produire des synthèses scientifiques. C'est vraiment le début des méta-analyses, des grandes synthèses scientifiques avec des critères de repérage parmi les nombreuses preuves qui étaient générées par la recherche. Voilà. Donc là, on était dans le domaine quand même assez restreint de la recherche biomédicale, mais déjà, il y avait cette idée qu'un médecin lui-même, pour dire qu'est-ce qu'il est bien de faire ou pas faire, comment intervenir, pourquoi donner ce médicament plutôt que celui-là, quelle est la pertinence de donner ce médicament, tout seul, il ne pouvait pas véritablement s'en sortir. Et donc, il y avait cette idée qu'on va créer des synthèses scientifiques pour faire émerger de la recherche biomédicale un ensemble de preuves et les hiérarchiser. Et le problème a été les hiérarchiser. Pourquoi? Parce que la hiérarchie qui s'est faite dans ce domaine-là, ça a été une hiérarchie qui s'est faite par, on va dire, a posteriori, c'est facile à dire, mais de façon un peu autoritaire. C'est-à-dire qu'il y a eu cette idée, et c'est pas à moi de le faire, mais il y a beaucoup de sociologues qui l'ont montré, mais cette idée que la méthodologie des essais cliniques contrôlés randomisés était un peu la méthodologie de génération de preuves par excellence, quoi, le golden standard, ce qui était vraiment au-dessus. Alors que les preuves issues de cette voie méthodologique-là, c'était vraiment les meilleures preuves. Et le BM, on a réduit l'evidence-based medicine finalement à quelque chose de pauvre du côté de l'évidence, qui était finalement tout ce qui venait de ces essais cliniques randomisés, contrôlés, qui par ailleurs ont leur importance, leur utilité, leur robustesse interne, avec évidemment, selon les cas, et là on pourra parler par exemple du domaine de la maladie d'Alzheimer, des limites évidemment internes à cette méthodologie-là. Qu'est-ce qu'un groupe témoin dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple? C'est intéressant à savoir. Quels sont les critères d'insertion dans les essais, puisqu'on n'a pas de modèle explicatif ni de diagnostic de certitude, comment on insère dans un essai des candidats, etc. Enfin, c'est une méthodologie, certes,
relativement robuste, mais avec énormément de failles. Pourtant, voilà, on en a fait quand même, on l'a mis en haut de la pile, quoi. Alors ça pose problème, parce que, par exemple, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, on a eu, sous cette méthodologie-là, 30 ans d'essais cliniques. 30 ans d'essais cliniques, contrôlés randomisés, tous basés, globalement, sur la même hypothèse physiopathologique, qu'on a appelée celle de la cascade amyloïde. Consistait à dire que le déclin cognitif était lié à une accumulation de plaques amyloïdes entre les neurones et de dégénérescence neurofibrillaire des neurones eux-mêmes sous l'effet d'une protéine tau. Et donc on a monté comme ça un modèle explicatif, fait des essais cliniques dessus, et puis bon, vous le savez, le résultat, c'est 99% d'échecs de ces essais cliniques, dont le dernier en date, San Diego, au congrès de San Diego en décembre. Diane Tu, énormément de promesses sur cet essai-là, laboratoire Biogène. C'est parce qu'on se disait, bon, ça ne marche pas, mais c'est parce qu'on ne prend pas les gens assez tôt. En fait, il faudrait que l'intervention soit plus précoce. Donc on a fait ça, on a pris les gens plus tôt, bon, ça ne marche toujours pas, quoi. Voilà. Bon, dommage d'avoir perdu autant de temps. Il y avait d'autres façons de recueillir des preuves dans ce domaine-là, mais alors on n'a pas perdu du temps, mais on a perdu des occasions, des chances. Parce qu'il y a d'autres façons peut-être de faire, de voir, qui émergent aujourd'hui, mais qui n'ont pu avoir une légitimité de preuve scientifique parce qu'ils n'utilisaient pas la méthode de l'essai clinique. Ou alors il y en a qui l'ont fait, mais ça devenait complètement forcé, quoi. Voilà. Mais bon, il y a des recherches, ça évolue, et aujourd'hui, nous sommes à un moment dans le domaine de la maladie d'Alzheimer où justement on est au moment où les scientifiques sont plus ouverts à la composition des registres de preuves et dire, bon, ok, des preuves qui ne sont pas issues de cette méthodologie-là, essais cliniques randomisés contrôlés, parce qu'en fait, d'une part, des fois, ce n'est pas possible, puis d'autre part, ce n'est pas pertinent, en fait. Je reviendrai du coup sur la question de la pertinence. Et ça, c'est ce que la question de la pertinence des essais cliniques, et pas simplement leur robustesse méthodologique ou scientifique. Elle est née dans les années 80 avec ce qu'on appelait les années SIDA. Voilà, à un moment donné, les patients, les militants du SIDA, qui sont montés en association, etc., ont dit vos essais, nous, on va avoir notre mot à dire dans leur conception, dans le design des essais cliniques, parce qu'on ne veut pas simplement qu'ils soient beaux. Parce que c'est ça, les scientifiques cherchent que le résultat soit beau, l'essai clinique soit beau. On veut qu'il soit pertinent pour nous, on veut qu'il y ait un effet. Et c'est là où ils ont commencé à remettre en cause l'idée du groupe témoin. Le groupe témoin, où on donne un placebo, parce qu'on en meurt du sida. Il n'y avait pas de traitement. Et donc ils ont questionné. Nous, on veut bien participer à vos essais, mais la pertinence pour nous de participer à un essai, sachant qu'on a une chance sur 2 d'avoir un placebo, non. Donc il a fallu redesigner les essais cliniques pour qu'ils ne soient pas simplement robustes. Ils ont peut-être un peu perdu d'ailleurs en robustesse, mais ils ont gagné en pertinence. Et ils ont permis d'inclure un nombre assez incroyable de gens, du coup. Et donc peut-être augmenter la fiabilité. Donc on en est, ça c'est les années 80 SIDA, on en est là dans le domaine de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. On en est à essayer de réfléchir à composer, articuler des niveaux de preuves qui ne sont pas tous, si vous voulez, standardisés sur le golden standard de l'essai clinique randomisé contrôlé. Donc on en revient à une définition originelle de la robustesse. Alors après, d'autres considérations sur ce problème de la hiérarchisation a priori des preuves, de type EBM, c'est qu'elle ne se base sur aucune théorie des preuves. Il n'y a pas de théorie de la preuve. C'est-à-dire que ça manque d'ailleurs, et c'est un travail qui est devant nous. Dans le domaine de la recherche biomédicale, contexte essai clinique, dans la visée thérapeutique, avec la visée thérapeutique, pareil, celle que je connais le mieux, moi, cette recherche-là, on n'a pas de théorie de la preuve, c'est-à-dire une conception raisonnable et réalisable qui nous permettrait de dire que tel élément de preuve renforce plus ou moins telle hypothèse, et sous quels critères, sous quelles conditions. Ça, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'en suis arrivé au constat qu'après 30 ans de développement d'une médecine basée sur les preuves, on se pose toujours des questions fondamentales.
qu'est-ce qui doit être considéré comme une preuve? Voilà. Donc c'était aussi, voilà, bon, vous parlez de termes de fait établi. Hein. Des fois on dit données probantes, evidence. Bon. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Certains types de preuves ou de faits établis ont-ils plus de poids que d'autres, et si oui, pourquoi? Parce qu'ils sont issus d'une méthodologie particulière? Ça ne suffit pas, ça, pour répondre à la question. Le rapport au réel aussi, c'est important. La pertinence avec le contexte aussi, c'est important. Bref, comment la médecine, plus globalement la recherche biomédicale, devrait-elle être basée sur des preuves? C'est une question qui, pour moi, reste ouverte. Alors, ça, je passe. Alors, vous voyez où je veux en venir, c'est que je veux en venir à la question, évidemment, d'une des façons de régler ce problème, entre guillemets, mais ce n'est pas la seule, c'est d'associer à la question de la robustesse la question de la pertinence. Puisque nous sommes toujours en train de faire des choix, sélectionner des données, choisir des méthodologies, hiérarchiser de façon a priori des méthodologies sur d'autres méthodologies, puisque la recherche, c'est constamment, finalement, une bataille dans la pluralité scientifique auquel on a affaire et avec quoi on peut jouer. Et donc, finalement, comme l'activité scientifique, c'est tout le temps une recherche de robustesse dans cette pluralité, il faut à un moment donné des critères de choix. Il faut à un moment donné des critères d'hiérarchisation. Mais des critères qui soient, d'une part, explicites, ça j'y tiens, hein, et d'autre part, non autoritaires. C'est-à-dire non autoritaires. J'ai tendance à dire que je fais une épistémologie des sciences non autoritaires. Pourquoi? C'est que une épistémologie autoritaire, pour moi, hein, ça a été d'ailleurs une bonne partie de l'épistémologie au XXe siècle, c'est une épistémologie des disciplines ou une épistémologie des théories. Ou, pour le dire autrement, une épistémologie qui dit que la science, c'est telle discipline. Voilà, la science, c'est... le physicien, il va dire ah mais moi, mon épistémologie de ma discipline, c'est la science. Ou des épistémologies d'une théorie particulière qui va généraliser l'ensemble des sciences. Donc non autoritaire, ça veut dire qu'on essaye de trouver des critères qui ne dépendent pas d'une théorie particulière ou d'une discipline particulière, mais qui vont dépendre de la spécificité de l'objet auquel on a traité. Donc on va revenir à une épistémologie des objets plutôt que des disciplines et des théories. Donc voilà, ça c'est ma proposition, c'est de dire que la robustesse, on peut résoudre ce problème en lui associant la question de la pertinence. Alors la pertinence, c'est quoi? Alors là, il y a plein de façons d'aborder la question de la pertinence. Je l'aborde, moi, sous un angle parmi d'autres. Il y a des publications scientifiques de sociologues qui ont montré, sous la base d'enquêtes assez fournies, une chose que peut-être vous en êtes convaincu et que c'est une sorte d'opinion, mais en fait, des fois les opinions, c'est bien de les vérifier. C'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'impact factor d'une revue et la pertinence pour l'action des publications qui en sont issues. Alors pour vous, ça vous semble peut-être logique, hein, je répète, il n'y a pas de corrélation entre l'impact factor d'une revue et la pertinence pour l'action des publications de cette revue. Intéressant comme donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dissociation des critères de robustesse et de pertinence ici. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors bien sûr avec le biais, et que vous ne partagez peut-être pas, selon lequel les revues à fort impact factor sont des revues exigeantes d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue des reviewers, ce qui par ailleurs est discutable, évidemment. Mais, bon, faisons l'hypothèse que l'impact factor a un sens sur la qualité des publications des revues et qu'on ne peut pas non plus publier n'importe quoi dans une revue à très fort impact factor. Parce qu'on est visible, parce qu'on est... voilà, pour plein de raisons. Et que s'il y a une rétractation, ça se voit vraiment. Voilà, bon. Et c'est quoi la pertinence pour l'action? Comment on la vérifie, la pertinence pour l'action? Donc ça, c'est sociologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors c'était... alors l'exemple là que j'ai en tête, c'était sur la conservation des abeilles sauvages au Royaume-Uni. C'est un exemple, hein, comme un autre. Conservation des abeilles sauvages, c'est quand même un sujet
un peu d'actualité, quoi, enfin, de survie même. Donc il y a des scientifiques, énormément de scientifiques qui bossent là-dessus, qui produisent de la publication dans des revues à impact factor. Donc on a repéré toutes ces publications, hein, je crois qu'il y en avait 150 sur une période donnée, et puis ensuite on a pris des échantillons d'acteurs qui, eux, font de la conservation de l'abeille sauvage. Donc, de tout type, des chercheurs, des techniciens, des agriculteurs, des collectivités, des associations, des conseillers techniques, etc. Puis on leur a demandé de hiérarchiser des interventions pour la conservation des abeilles sauvages. Qu'est-ce qu'ils considéraient comme pertinent, comme intervention dans leur pratique. Puis on arrive à produire comme ça, en quelque sorte, un score de pertinence de chaque action. Et ensuite, on voit si ces actions elles sont vérifiées par des publications qui ont un fort impact factor ou pas. Et c'est là où on voit la décorrélation. C'est-à-dire que les actions pertinentes pour les acteurs, et encore une fois, pas que pour les petites associations hein, que les scientifiques ne trouvent pas du tout rigoureuses, etc. Non, pour un ensemble d'acteurs, y compris des experts gouvernementaux, dans des agences, etc. La hiérarchie de la pertinence des actions n'a rien à voir avec la hiérarchie des publications qui vont permettre d'appuyer et de vérifier scientifiquement ces actions-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une façon de montrer la pertinence. C'est ce que moi j'appelle l'adéquation au contexte. Vous savez, il y a une valeur épistémique très importante en science, c'est l'adéquation empirique. Et en principe, ça j'ai pas trop parlé, mais en principe, la robustesse tient aussi au fait qu'à un moment donné, la science elle respecte cette valeur de l'adéquation empirique. L'adéquation empirique, c'est la soumission au réel. Mais c'est trop facile de dire on est robuste si simplement on se soumet au réel, parce que le réel, il est construit par le plan d'expérimentation. Là, l'adéquation au contexte permet d'étendre le réel auquel on a affaire. C'est plus simplement, on ne se soumet plus simplement au réel du laboratoire, au réel qui découle de la théorie, de notre hypothèse, de notre sélection de données, hein, voilà, qui est assez confortable. Hein. Se soumettre au réel qu'on a soi-même décidé de circonscrire, c'est pas toujours simple, je dis pas, mais on va dire que c'est pas suffisant pour dire que nous sommes des vrais réalistes. Hein. En science, la posture de base philosophique, c'est le réalisme, et je partage cette posture-là. Le réalisme, c'est aussi l'idée que le réel n'est pas simplement le réel construit par le plan expérimental, la théorie ou la discipline. Du coup, cette idée de l'adéquation au contexte, elle est importante pour moi. C'est un critère de pertinence. Est-ce que notre hypothèse, notre résultat, notre théorie, données, je ne sais pas, tout un tas d'ingrédients que l'on produit en science, résonne avec un contexte particulier. Parce qu'on travaille tous pour, en quelque sorte, une finalité. Et il faut à un moment donné vérifier que ce travail pour cette finalité rencontre de façon pertinente cette finalité concrètement. Donc ça, c'est une façon d'aborder la question de la pertinence, adéquation au contexte, adéquation à des objectifs, adéquation à des finalités. Et c'est là où c'est intéressant, parce que comment on fixe les finalités, comment on fixe les... Bon, ben là, dans la façon dont je vous ai présenté, c'est simple, c'est les acteurs. Alors moi, ça, c'est ma façon, j'allais dire, celle que je préconise le plus, c'est celle qui est issue de la démocratie scientifique et technique, c'est de dire, ça doit être les personnes concernées, dans l'hétérogénéité de ce groupe-là, hein, parce que c'est pas, quand on dit personnes concernées c'est pas un truc homogène, qui doivent co-construire avec les chercheurs les objectifs, les finalités, voilà. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, de la conservation des abeilles sauvages, hein, cette publication, elle conclut par dire qu'il serait pertinent de co-construire les orientations de recherche, donc avec ces usagers de la conservation des abeilles et les scientifiques, pour que les publications soient-elles belles et robustes, soient en plus pertinentes pour ces personnes-là. Dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, hein, c'est exactement ça aussi que nous sommes en train de vivre actuellement. On essaye de réfléchir à un nouveau paradigme des essais cliniques où les essais cliniques, leur objectif n'est pas simplement d'être beaux, robustes, méthodologiquement hyper rigoureux sur le golden standard de la randomisation et du contrôle, etc., mais puissent répondre aussi à des critères de pertinence issus des savoirs expérientiels des patients
ou des aidants familiaux, des associations de patients. Et donc prendre en compte, par exemple, une des revendications, c'est prendre en compte l'individualité, la singularité du parcours d'une personne dans la maladie d'Alzheimer. Donc de sortir un peu de la pensée des groupes. Alors, parce que finalement, les essais cliniques, ils nous ont fait passer, enfin, les randomisés contrôlés des individus au groupe, et c'est bien, hein, c'est la base de l'épidémiologie, etc. Mais comment, en gardant cette rigueur-là, on peut réintégrer de la singularité, du parcours de vie, des dimensions, en fait, dont on comprend qu'elles sont très importantes pour comprendre la maladie d'Alzheimer. Donc on n'a pas simplement des individus dans un échantillon, on a des histoires de vie, on a des contextes, on a des particularités qui seraient à prendre en compte aussi dans cette science diagnostique et cette science à visée thérapeutique. Une deuxième façon de penser la pertinence, les critères de pertinence, donc c'est réintroduire la question des valeurs dans la science. Toujours la question des valeurs qui revient comme ça de façon cyclique, hein, en épistémologie, en histoire des sciences, dans les sciences. On aurait très envie de s'en débarrasser, mais elle revient. Elle persiste, cette question des valeurs. Et moi, j'accompagne cette attention pour la question des valeurs en sciences, parce que je vois bien que ça pose un problème à la communauté scientifique et aux décideurs, et c'est un signe pour moi de satisfaction que ça pose problème. C'est qu'il y a quelque chose d'ici qu'on a du mal à résoudre. Le paradoxe, c'est le suivant. Alors les valeurs dans la science, elles sont de deux types. Il y a des valeurs type épistémiques, j'en ai parlé tout à l'heure, l'adéquation empirique, c'en est une. La parcimonie, c'en est une autre, etc. Puis il y a des valeurs non épistémiques, plus dur ça, plus dur. Valeurs non épistémiques, c'est ni positif ni négatif. Une valeur, ça peut être le racisme, le sexisme, la xénophobie, le patriarcat, ou la justice sociale, le bien-être, etc. Ou la productivité, l'économisme. Il n'y a pas de... Ici, quand je dis valeurs non épistémiques, je ne dis pas... que c'est que des bonnes valeurs. Hein. Une valeur, par définition, c'est en quelque sorte, quand vous en trouvez une, vous trouvez une valeur qui va la contredire. C'est le principe des valeurs. C'est vraiment, c'est la définition de la valeur, contrairement à un principe, justement, qui est un accord dans un groupe sur des valeurs, sur un groupe de valeurs. Principe de justice, principe d'autonomie. Je passe. Donc, on a en science des valeurs non épistémiques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a ceux qui disent, on les filtre. On est fort, on les filtre. Claude Bernard, il est fort. Il enlève son manteau, il enlève sa veste, et son cartable, il met sa blouse blanche. C'était un homme avec une éducation, une pensée politique, une éthique, puis ça devient un scientifique. Alors ça, moi, j'en connais pas. Je sais pas comment si ce spécimen existe, du scientifique robot, mais peut-être que l'avancée des big data en sciences et l'algorithmisation des procédures scientifiques va le produire. Mais je crois qu'aujourd'hui, la science reste faite par des humains, et donc les valeurs non épistémiques, elles sont là. Et donc l'autre façon de ne pas les travailler, c'est de les refouler. Enfin, elles sont là, mais on les refoule. Non, mais non. Moi, je suis neutre et objectif dans ce que je fais. Bon, là, il faut scoltiner 40 ans de travaux d'historiens des sciences et de philosophes des sciences, notamment féministes aux États-Unis, pour comprendre que ces arguments du refoulement ou du filtrage sont très faibles et qui ne tiennent pas. Les valeurs non épistémiques sont présentes du début à la fin dans le processus de production des connaissances scientifiques, et le problème n'est pas là. Le problème, il est simplement de savoir les identifier, premièrement, pour pouvoir les partager, et pourquoi faire ? Pour les critiquer, s'il y a besoin, ou en tout cas les renforcer s'il n'y a pas besoin. La question des valeurs non épistémiques dans les sciences, ce n'est pas une question qu'il en faut ou qu'il n'en faut pas, pour moi, parce que la question des valeurs non épistémiques, c'est qu'elles sont présentes, un petit peu de façon immanente, dans la fragilité et, j'allais dire, l'imperfection de nous autres êtres humains, même si nous sommes des scientifiques.
Ce n'est pas la question. La question, c'est comment on fait pour les identifier et choisir lesquels vont apporter au processus de production des connaissances de façon positive et lesquels vont apporter de façon négative quelque chose au processus de production des connaissances. Donc lesquels vont renforcer la pertinence et lesquels vont réduire la pertinence d'une recherche. Et là, c'est marrant, il y a eu des enquêtes pareilles qui ont été faites sur plusieurs terrains. Par exemple, dans le domaine de la recherche biomédicale, en lien avec une industrie pharmaceutique, la valeur non épistémique de la productivité ou de la rentabilité économique est très forte. Elle est omniprésente. Bon, la question de savoir, ce n'est pas le problème. C'est presque le principe. On travaille avec l'industrie. La question, c'est de savoir est-ce que cette valeur non épistémique, qui n'a pas grand-chose à voir avec la science, elle va renforcer la qualité des résultats, la fiabilité plutôt dans mon langage, ou est-ce qu'elle va réduire la fiabilité? Donc là, les enquêtes montrent que ça réduit la fiabilité, parce que ça provoque des phénomènes de manquement à l'intégrité scientifique, de sélection exacerbée de données, de cacher, voilà, ou alors de soutenir telle hypothèse plutôt qu'une autre. Donc en tout cas, dans certains terrains, ça va en tout cas affaiblir la fiabilité. Dans d'autres, peut-être que les valeurs de rentabilité vont l'augmenter. Et j'allais dire ça, faut le travailler, quoi. Faut le travailler au cas par cas. Dans un autre secteur, la dans le domaine de l'archéologie, mais paléo-archéologie, inversement, des chercheurs ont montré que des valeurs non épistémiques de type féministe, c'est-à-dire par exemple, de considérer également le rôle économique de la femme et de l'homme dans une communauté, comme hypothèse, allaient renforcer, allaient améliorer la fiabilité des connaissances. Par exemple, l'idée que le passage du paléolithique au néolithique s'est fait... il y avait une répartition des rôles entre les chasseurs hommes et les femmes qui cueillaient, comme hypothèse de base. C'est une valeur non épistémique, de type patriarcal. Si on la change et qu'on dit en fait, non, c'est peut-être pas ça. De toute façon, on n'y était pas pour savoir, donc notre hypothèse, autant... Voilà, c'est une hypothèse comme une autre. Faire l'hypothèse que non, il y a une égalité des activités économiques et c'était beaucoup mieux réparti, etc., aboutit à des résultats plus fiables, à une meilleure science. Voilà, donc ça, si vous voulez, la question de la pertinence, on peut aussi la prendre comme ça, de dire quelles sont les valeurs non épistémiques qui sont présentes et lesquelles on choisit de privilégier, de garder, d'évacuer, en lien avec cette idée que certaines renforcent, certaines affaiblissent la pertinence et donc la fiabilité. Voilà, ça c'est une deuxième façon de produire des critères de pertinence. Voilà, je ne sais pas combien de temps on fait terminer. Oui. Ce serait bien qu'on le fasse rapidement. Oui, c'est terminé. Oui. Je rassemble mes arguments pour que vous trouviez le fil. Donc j'ai fait l'hypothèse que la fiabilité, c'était la rencontre entre des critères de robustesse et de pertinence, en montrant que finalement c'était consubstantiel à l'idée de robustesse que d'avoir à faire des choix, des hiérarchisations, des agrégations, qu'une bonne façon de nous aider de faire ça, c'est d'associer précisément des critères de pertinence, que l'on peut penser comme à la fois en lien avec un contexte et à la fois en lien avec des valeurs. Je peux illustrer. Moi, je fais ce travail-là, par exemple, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'en ai un peu parlé, mais j'avais prévu d'en parler plus comme illustration. Mais on a fait ce travail-là aussi avec un collectif de patients concernés par la maladie de Huntington. Comment, dans ces domaines-là, produire des connaissances fiables avec ces deux types de critères. Donc, voilà. Mais ça, peut-être dans la discussion, on pourra revenir là-dessus. Voilà. Donc, merci. Merci à vous.